Lecture dédiée à Patrick Besson. Après tout ce temps, tu as Patrick Modiano, Rue des Boutiques Obscures, Gallimard, 1978. Pour Rudy, pour mon père. jusqu'au bar où il n'y avait jamais personne. 1. Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d'un café. J'attendais que la pluie s'arrêtât. Une averse qui avait commencé de tomber au moment où Hutt me quittait. Quelques heures auparavant, nous nous étions retrouvés pour la dernière fois dans les locaux de l'agence. Hutt se tenait derrière le bureau massif, comme d'habitude, mais gardait son manteau, de sorte qu'on avait vraiment l'impression d'un départ. J'étais assis en face de lui sur le fauteuil en cuir réservé aux clients. La lampe d'opaline répandait une lumière vive qui m'éblouissait. Eh bien voilà, Guy, c'est fini, a dit Hutt dans un soupir. Un dossier traînait sur le bureau, peut-être celui du petit homme brun au regard effaré et au visage bouffi, qui nous avait chargé de suivre sa femme. L'après-midi, elle allait rejoindre un autre petit homme brun au visage bouffi dans un hôtel meublé de la rue Vitale, voisine de l'avenue Paul Doumer. Hutt se caressait pensivement la barbe, une barbe poivre et sel courte, mais qui lui mangeait les joues. Ses gros yeux clairs étaient perdus dans le vague. À gauche du bureau, la chaise d'osier où je m'asseyais aux heures de travail. Derrière Hutt, des rayonnages de bois sombre couvraient la moitié du mur. Y étaient rangés des bottins et des annuaires de toutes espèces, et de ces 50 dernières années. Hutt m'avait souvent dit qu'ils étaient des outils de travail irremplaçables dont il ne se séparerait jamais, et que ces bottins et ces annuaires constituaient la plus précieuse et la plus émouvante bibliothèque qu'on pût avoir, car sur leurs pages étaient répertoriés bien des êtres, des choses, des mondes disparus, et dont eux seuls portaient témoignage. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces bottins ai-je demandé à Hutt, en désignant d'un mouvement large du bras les rayonnages. Je les laisse ici, Guy. Je garde le bail de l'appartement. Il jeta un regard rapide autour de lui. Les deux battants de la porte qui donnaient accès à la petite pièce voisine étaient ouverts, et l'on distinguait le canapé au velours usé, la cheminée et la glace où se réfléchissaient les rangées d'annuaires et de bottins, et le visage de Hutt. Souvent, nos clients attendaient dans cette pièce. Un tapis persan protégeait le parquet. Au mur près de la fenêtre était accrochée une icône. À quoi pensez-vous, Guy? À rien. Alors, vous gardez le bail. Oui, je reviendrai de temps en temps à Paris et l'agence sera mon pied-à-terre. Il m'a tendu son étui à cigarette. Je trouve ça moins triste de conserver l'agence telle qu'elle était. Cela faisait plus de 8 ans que nous travaillions ensemble. Lui-même avait créé cette agence de police privée en 1947 et travaillé avec bien d'autres personnes avant moi. Notre rôle était de fournir aux clients ce que Hutt appelait des renseignements mondains. Tout se passait, comme il le répétait volontiers, entre gens du monde. Vous croyez que vous pourrez vivre à Nice? Mais oui. Vous n'allez pas vous ennuyer. Il a soufflé la fumée de sa cigarette. Il faut bien prendre sa retraite un jour, Guy. Il s'est levé lourdement. Hutt doit peser plus de 100 kilos et mesurer 1,95 m. Mon train est à 20h55. Nous avons le temps de prendre un verre. Il m'a précédé dans le couloir qui mène au vestibule. Celui-ci a une curieuse forme ovale et des murs d'un beige déteint. Une serviette noire, si pleine qu'on n'avait pas pu la fermer, était posée par terre. Hutt l'a pris. Il la portait en la soutenant de la main. Vous n'avez pas de bagages? J'ai fait tout envoyer d'avance. Hutt a ouvert la porte d'entrée et j'ai éteint la lumière du vestibule. Sur le palier, Hutt a hésité un instant avant de refermer la porte, et ce claquement métallique m'a pincé le cœur. Il marquait la fin d'une longue période de ma vie. Ça fout le cafard, hein, Guy, m'a dit Hutt, et il avait sorti de la poche de son manteau un grand mouchoir dont il s'épongeait le front. Sur la porte, il y avait toujours la plaque rectangulaire de marbre noir, où était inscrit en lettres dorées et pailletées C.M. Hutt, enquête privée. Je la laisse, m'a dit Hutt, puis il a donné un tour de clé. Nous avons suivi l'avenue Niel jusqu'à la place Pereire. Il faisait nuit, et bien que nous entrions dans l'hiver, l'air était tiède. Place Pereire, nous nous sommes assis à la terrasse des Hortensias. Hutt aimait ce café parce que les chaises y étaient cannées, comme avant. Et vous, Guy, qu'est-ce que vous allez devenir m'a-t-il demandé, après avoir bu une gorgée de fine à l'eau. Moi? Je suis sur une piste. Une piste? Oui, une piste de mon passé.
J'avais dit cette phrase d'un ton pompeux qui l'a fait sourire. J'ai toujours cru qu'un jour vous retrouveriez votre passé. Cette fois-ci, il était grave et cela m'a ému. Mais voyez-vous, Guy, je me demande si cela en vaut vraiment la peine. Il a gardé le silence. À quoi rêvait-il? À son passé à lui? Je vous donne une clé de l'agence, vous pouvez y aller de temps en temps, ça me ferait plaisir. Il m'a tendu une clé que j'ai glissée dans la poche de mon pantalon. Et téléphonez-moi à Nice, mettez-moi au courant au sujet de votre passé. Il s'est levé et m'a serré la main. Voulez-vous que je vous accompagne au train? Oh non, non, c'est tellement triste. Il est sorti du café d'une seule enjambée en évitant de se retourner, et j'ai éprouvé une sensation de vide. Cet homme avait beaucoup compté pour moi. Sans lui, sans son aide, je me demande ce que je serais devenu, voilà 10 ans, quand j'avais brusquement été frappé d'amnésie, et que je tâtonnais dans le brouillard. Il avait été ému par mon cas, et grâce à ses nombreuses relations m'avait même procuré un état civil. Tenez, m'avait-il dit en ouvrant une grande enveloppe qui contenait une carte d'identité et un passeport. Vous vous appelez maintenant Guy Roland. Et ce détective que j'étais venu consulter pour qu'il mît son habileté à rechercher des témoins ou des traces de mon passé avait ajouté: Mon cher Guy Roland, à partir de maintenant, ne regardez plus en arrière et pensez au présent et à l'avenir. Je vous propose de travailler avec moi. S'il me prenait en sympathie, c'est que lui aussi, je l'appris plus tard, avait perdu ses propres traces et que toute une partie de sa vie avait sombré d'un seul coup, sans qu'il subsistât le moindre fil conducteur, la moindre attache qui aurait pu encore le relier au passé. Car qu'y a-t-il de commun entre ce vieil homme fourbu, que je vois s'éloigner dans la nuit, avec son manteau râpé et sa grosse serviette noire, et le joueur de tennis d'autrefois, le bel et blond baron Balt, Constantin von Hutt. 2. Allô, monsieur Paul Sonachitze, lui-même. Guy Roland à l'appareil, vous savez, le... Mais oui, je sais. Nous pouvons nous voir? Comme vous voulez. Par exemple, ce soir vers 9 heures, rue Anatole de la Forge, ça vous va? Entendu. Je vous attends, à tout à l'heure. Il a raccroché brusquement, et la sueur coulait le long de mes tempes. J'avais bu un verre de cognac afin de me donner du courage. Pourquoi une chose aussi anodine que de composer sur un cadran un numéro de téléphone me cause à moi tant de peine et d'appréhension? Au bar de la rue Anatole de la Forge, il n'y avait aucun client, et il se tenait derrière le comptoir en costume de ville. Vous tombez bien, m'a-t-il dit. J'ai congé tous les mercredis soirs. Il est venu vers moi et m'a pris par l'épaule. J'ai beaucoup pensé à vous. Merci. Ça me préoccupe vraiment, vous savez. J'aurais voulu lui dire qu'il ne se fit pas de souci à mon sujet, mais les mots ne venaient pas. Je crois finalement que vous deviez être dans l'entourage de quelqu'un que je voyais souvent à une certaine époque. Mais qui? Il hochait la tête. Vous ne pouvez pas me mettre sur la piste? Non. Pourquoi? Je n'ai aucune mémoire, monsieur. Il a cru que je plaisantais, et comme s'il s'agissait d'un jeu ou d'une devinette, il a dit: Bon, je me débrouillerai tout seul. Vous me laissez carte blanche? Si vous voulez. Alors ce soir, je vous emmène dîner chez un ami. Avant de sortir, il a baissé d'un mouvement sec la manette d'un compteur électrique et fermé la porte de bois massif en donnant plusieurs tours de clé. Sa voiture stationnait sur le trottoir opposé. Elle était noire et neuve. Il m'a ouvert la portière poliment. Cet ami s'occupe d'un restaurant très agréable à la limite de Ville-d'Avray et de Saint-Cloud. Et nous allons jusque là-bas. Oui. De la rue Anatole de la Forge, nous débouchions dans l'avenue de la Grande Armée, et j'ai eu la tentation de quitter brusquement la voiture. Aller jusqu'à Ville-d'Avray me semblait insurmontable, mais il fallait être courageux. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la porte de Saint-Cloud, j'ai dû combattre la peur panique qui m'empoignait. Je connaissais à peine ce Sonachitze. Ne m'attirait-il pas dans un traquenard? Mais peu à peu, en l'écoutant parler, je me suis apaisé. Il me citait les différentes étapes de sa vie professionnelle. Il avait d'abord travaillé dans des boîtes de nuit russes, puis au Langer, dans un restaurant des jardins des Champs-Élysées, puis à l'hôtel de Castille, rue Cambon, et il était passé par d'autres établissements avant de s'occuper de ce bar de la rue Anatole de la Forge. Chaque fois, il retrouvait Jean Heurteur, l'ami chez lequel nous allions, de sorte qu'il avait formé un tandem pendant une vingtaine d'années. Heurteur aussi avait de la mémoire. À eux deux, ils résoudraient certainement l'énigme que je posais. Sonachitze conduisait avec une grande prudence et nous avons mis près de 3/4 d'heure pour arriver à destination. Une sorte de bungalow, dont un saule pleureur cachait la partie gauche. Vers la droite, je discernais un fouillis de buissons. La salle du restaurant était vaste. Du fond, où brillait une lumière vive, un homme marchait vers nous. Il me tendit la main. Enchanté, monsieur. Jean Heurteur. Puis à l'adresse de Sonachitze, salut Paul.
et nous entraînait vers le fond de la salle. Une table de 3 couverts était dressée, au centre de laquelle il y avait un bouquet de fleurs. Il désigna l'une des portes-fenêtres. J'ai des clients dans l'autre bungalow. Une noce. Vous n'êtes jamais venu ici me demanda Sonachitse. Non. Alors Jean, montre-lui la vue. Heurteur me précéda sur une véranda qui dominait un étang. À gauche, un petit pont bombé de style chinois menait à un autre bungalow de l'autre côté de l'étang. Les portes-fenêtres étaient violemment éclairées, et derrière elles je voyais passer des couples. On dansait. Les bribes d'une musique nous parvenaient de là-bas. Ils ne sont pas nombreux, me dit-il, et j'ai l'impression que cette noce va finir en partouze. Il haussa les épaules. Il faudrait que vous veniez en été. On dîne sur la véranda, c'est agréable. Nous rentrâmes dans la salle du restaurant, et Heurteur ferma la porte-fenêtre. Je vous ai préparé un dîner sans prétention. Il nous fit signe de nous asseoir. Ils étaient côte à côte, en face de moi. Qu'est-ce que vous aimez comme vin me demanda Heurteur. Comme vous voulez. Château Pétrus? C'est une excellente idée, Jean, dit Sonachitse. Un jeune homme en veste blanche nous servait. La lumière de l'applique du mur tombait droit sur moi et m'éblouissait. Les autres étaient dans l'ombre, mais sans doute m'avait-il placé là pour mieux me reconnaître. Alors, Jean. Heurteur avait entamé sa galantine et me jetait de temps en temps un regard aigu. Il était brun comme Sonachitse, et comme lui se teignaient les cheveux, une peau grumeleuse, des joues flasques et de minces lèvres de gastronome. Oui, oui, a-t-il murmuré. Je clignai des yeux à cause de la lumière. Il nous a versé du vin. Oui, oui, je crois que j'ai déjà vu ce monsieur. C'est un véritable casse-tête, a dit Sonachitse. Monsieur refuse de nous mettre sur la voie. Il semblait saisi d'une inspiration. Mais peut-être voulez-vous que nous n'en parlions plus. Vous préférez rester incognito? Pas du tout, ai-je dit avec le sourire. Le jeune homme servait un riz de veau. Quelle est votre profession m'a demandé Heurteur. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une agence de police privée, l'agence CM Hut. Il me considérait stupéfait. Mais cela n'a certainement aucun rapport avec ma vie antérieure, alors n'en tenez pas compte. C'est curieux, a dit Heurteur en me fixant. On ne pourrait pas dire l'âge que vous avez. À cause de ma moustache, sans doute. Sans votre moustache, a dit Sonachitse, nous vous reconnaîtrions peut-être tout de suite. Et il tendait le bras, posait la main à plat, juste au-dessous de mon nez pour cacher la moustache et scier des yeux comme le portraitiste devant son modèle. Plus je regarde monsieur, plus j'ai l'impression qu'il appartenait à un groupe de noctambules, a dit Heurteur. Mais quand? A dit Sonachitse. Oh, il y a longtemps. Ça fait une éternité que nous ne travaillons plus dans les boîtes de nuit, Paul. Tu crois que ça remonterait au temps du Tanagra? Heurteur me fixait d'un regard de plus en plus intense. Excusez-moi, me dit-il. Pourriez-vous vous lever une seconde? Je m'exécutais. Il me regardait de haut en bas et de bas en haut. Mais oui, ça me rappelle un client. Votre taille. Attendez. Il avait levé la main et se figeait comme s'il voulait retenir quelque chose qui risquait de se dissiper d'un instant à l'autre. Attendez, attendez, ça y est, Paul. Il avait un sourire triomphal. Vous pouvez vous rasseoir. Il jubilait. Il était sûr que ce qu'il allait dire ferait son effet. Il nous versait du vin à Sonachitse et moi d'une manière cérémonieuse. Voilà. Vous étiez toujours accompagné d'un homme aussi grand que vous, peut-être plus grand encore. Ça ne te dit rien, Paul? Mais de quelle époque parles-tu? A demandé Sonachitse. De celle du Tanagra, bien sûr. Un homme aussi grand que lui, a répété Sonachitse pour lui-même. Au Tanagra. Tu ne vois pas. Heurteur haussait les épaules. Maintenant, c'était au tour de Sonachitse d'avoir un sourire de triomphe. Il hochait la tête. Je vois. Alors, Stiopa. Mais oui, Stiopa. Sonachitse s'était tourné vers moi. Vous connaissiez Stiopa? Peut-être, ai-je dit prudemment. Mais si, a dit Heurteur. Vous étiez souvent avec Stiopa, j'en suis sûr. Stiopa. À en juger par la manière dont Sonachitse le prononçait, un nom russe certainement. C'était lui qui demandait toujours à l'orchestre de jouer à la Verdi, a dit Heurteur, une chanson du Caucase. Vous vous en souvenez? M'a dit Sonachitse en me serrant le poignet très fort. À la Verdi. Il sifflait cet air, les yeux brillants. Moi aussi, brusquement, j'étais ému. Il me semblait le connaître, cet air. À ce moment-là, le garçon qui nous avait servi le dîner s'est approché de Heurteur et lui a désigné quelque chose au fond de la salle. Une femme était assise, seule, à l'une des tables dans la pénombre. Elle portait une robe bleu pâle et elle appuyait le menton sur les paumes de ses mains. À quoi rêvait-elle?
La mariée. Qu'est-ce qu'elle fait là a demandé Heurter. Je ne sais pas, a dit le garçon. Vous lui avez demandé si elle voulait quelque chose? Non, non, elle ne veut rien. Et les autres? Ils ont commandé encore une dizaine de bouteilles de Krug. Heurter a haussé les épaules. Ça ne me regarde pas. Et Sonachitse, qui n'avait prêté aucune attention à la mariée, ni à ce qu'il disait, me répétait. Alors, Stiopa, vous vous souvenez de Stiopa? Il était si agité que j'ai fini par lui répondre avec un sourire que je voulais mystérieux. Oui, oui, un peu. Il s'est retourné vers Heurter et lui a dit d'un ton solennel. Il se souvient de Stiopa. C'est bien ce que je pensais. Le garçon en veste blanche demeurait immobile devant Heurter, l'air embarrassé. Monsieur, je crois qu'ils vont utiliser les chambres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en doutais, a dit Heurter, que cette noce finirait mal. Eh bien, mon vieux, laissons faire, ça ne nous regarde pas. La mariée là-bas restait immobile à sa table, et elle avait croisé les bras. Je me demande pourquoi elle reste là toute seule, a dit Heurter. Enfin, ça ne nous regarde absolument pas. Et il faisait un geste du revers de la main, comme pour chasser une mouche. Revenons à nos moutons, a-t-il dit. Vous admettez donc avoir connu Stiopa? Oui, ai-je soupiré. Par conséquent, vous apparteniez à la même bande. Une sacrée joyeuse bande, hein, Paul? Oh, ils ont tous disparu, a dit Sonachitse d'une voix lugubre. Sauf vous, monsieur. Je suis ravi d'avoir pu vous localiser. Vous apparteniez à la bande de Stoppa, je vous félicite. C'était une époque beaucoup plus belle que la nôtre, et surtout, les gens étaient de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Et surtout, nous étions plus jeunes, a dit Heurter en riant. Ça remonte à quand? L'aurais-je demandé, le cœur battant. Nous sommes brouillés avec les dates, a dit Sonachitse. De toute façon, cela remonte au déluge. Il était accablé brusquement. Il y a parfois des coïncidences, a dit Heurter. Et il se leva, se dirigea vers un petit bar dans un coin de la pièce, et nous rapporta un journal dont il feuilleta les pages. Enfin, il me tendit le journal en me désignant l'annonce suivante. On nous prie d'annoncer le décès de Marie de Rézène, survenu le 25 octobre, dans sa 92e année, de la part de sa fille, de son fils, de ses petits-fils, neveux et petits-neveux, et de la part de ses amis Georges Sacher et Stiopa de Djagoriev. La cérémonie religieuse, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, aura lieu le 4 novembre à 16 heures en la chapelle du cimetière. L'office du 9e jour sera célébré le 5 novembre en l'église orthodoxe russe, 19 rue Claude Lorrain, Paris 16e. Le présent avis tient lieu de faire part. Alors Stiopa est vivant, a dit Sonachitse. Vous le voyez encore? Non, ai-je dit. Vous avez raison, il faut vivre au présent. Jean, tu nous sers un alcool, tout de suite. À partir de ce moment, ils ont paru se désintéresser tout à fait de Stiopa et de mon passé. Mais cela n'avait aucune importance puisque je tenais enfin une piste. Vous pouvez me laisser ce journal? Ai-je demandé avec une feinte indifférence. Bien sûr, a dit Heurter. Nous avons trinqué. Ainsi, de ce que j'avais été jadis, il ne restait plus qu'une silhouette dans la mémoire de 2 barmen, et encore était-elle à moitié cachée par celle d'un certain Stiopa de Djagoriev. Et de ce Stiopa, il n'avait pas eu de nouvelles depuis le déluge, comme disait Sonachitse. Donc, vous êtes détective privé, m'a demandé Heurter. Plus maintenant, mon patron vient de prendre sa retraite. Et vous continuez? J'ai haussé les épaules sans répondre. En tout cas, je serais ravi de vous revoir. Revenez ici quand vous voudrez. Il s'était levé et nous tendait la main. Excusez-moi, je vous mets à la porte, mais j'ai encore de la comptabilité à faire, et les autres, avec leurs partouzes. Il fit un geste en direction de l'étang. Au revoir, Jean. Au revoir, Paul. Heurter me regardait pensivement, d'une voix très lente. Maintenant que vous êtes debout, vous me rappelez autre chose. Il te rappelle quoi? Demanda Sonachitse. Un client qui rentrait tous les soirs très tard quand nous travaillions à l'hôtel Castille. Sonachitse, à son tour, me considérait de la tête aux pieds. C'est possible, après tout, me dit-il, que vous soyez un ancien client de l'hôtel Castille. J'ai eu un sourire embarrassé. Sonachitse m'a pris le bras et nous avons traversé la salle du restaurant, encore plus obscure qu'à notre arrivée. La mariée en robe bleu pâle ne se trouvait plus à sa table. Dehors, nous avons entendu des bouffées de musique et des rires qui venaient de l'autre côté de l'étang. S'il vous plaît, ai-je demandé à Sonachitse, pouvez-vous me rappeler quelle était la chanson que réclamait toujours ce Stiopa? Oui. Il s'est mis à siffler les premières mesures, puis il s'est arrêté. Vous allez revoir Stiopa? Peut-être. Il m'a serré le bras très fort.
Dites-lui que Sonachitse pense encore souvent à lui. Son regard s'attardait sur moi. Au fond, Jean a peut-être raison. Vous étiez un client de l'hôtel Castille. Essayez de vous rappeler. L'hôtel Castille, rue Cambon. J'ai détourné la tête et ouvert la portière de la voiture. Quelqu'un était blotti sur le siège avant, le front appuyé contre la vitre. Je me suis penché et j'ai reconnu la mariée. Elle dormait, sa robe bleue pâle relevée jusqu'à mi-cuisse. Il faut la sortir de là, m'a dit Sonachitse. Je l'ai secouée doucement, mais elle dormait toujours. Alors je l'ai prise par la taille et je suis parvenu à la tirer hors de la voiture. On ne peut quand même pas la laisser par terre, ai-je dit. Je l'ai portée dans mes bras jusqu'à l'auberge. Sa tête avait basculé sur mon épaule et ses cheveux blonds me caressaient le cou. Elle avait un parfum poivré qui me rappelait quelque chose. Mais quoi? Lecture Grégory Proch. Musique Marie Modiano, Le chien noir du chagrin. Coy of Gouria Province, Allaverdi. 24 juillet 2026. Retrouvez cette lecture et 400, presque 40 autres sur la chaîne YouTube Grégory Proch.